vos adieux en grand sur Mosaïque. C'est un homme d'exception que nous accueillons aujourd'hui. Dans le miroir se reflètent des images pleines d'humanité, d'un ancien chirurgien dentiste, d'un père de famille, d'un peintre, d'un sculpteur, d'un écrivain aussi, et par-dessus tout, d'un philosophe. Derrière le miroir, Gérard Houvert nous accueille ici, à l'étang de Hazelfurt, et va nous enrichir de son parcours, de ses propres interrogations et surtout de sa profondeur. Gérard Houvert, vous dites les mots ne sont pas des images. Que cherchez-vous à nous dire ? Je ne sais pas, c'est que je cherche rien. Je cherche à être plus qu'à donner. Et si quelque chose passe à travers moi, tant mieux. Et si ça ne passe pas, tant pis pour moi. Mais l'essentiel, ça ne m'appartient pas. Ça viendra ou ça ne viendra pas. Alors, la première fois que je vous ai côtoyé, j'ai senti l'homme qui cherchait à lire en moi. Le lendemain, vous êtes venu et vous m'avez offert un livre sur la non-violence. Oui. Il y a ici un monument, pas loin de moi, là, quelques mètres, de mon ami Jean Gosse. Avec Joseph Schaeffer, nous l'avons rencontré un jour à Metz. Et comme disait Joseph, si on ne l'avait pas rencontré, qu'est-ce qu'on aurait eu comme vie tranquille ? On a eu une vie bouleversée et on ne regrette rien. Moi, je regrette surtout que Joseph soit mort, bien sûr, parce qu'il m'habite. Et Jean Gosse nous a bouleversé notre vie parce que ça lui a donné un sens qu'on ignorait complètement. Ce n'est pas une question d'être non-violent, d'être... Tout le monde est violent en soi, mais c'était la direction que ça a donné à notre vie. Voilà. Alors je vous ai entendu dire que dans l'art, le beau et le laid se côtoient. Oui, moi je n'ai jamais su très bien qu'est-ce que c'était que le beau et le laid, parce que Socrate, mon ami Socrate, il y a 400 ans avant Jésus-Christ, il disait ouais, tu dis une belle femme, une belle casserole et un beau cheval, peut-être qu'il faudrait faire des différences. Et alors comme peintre, et un truc. Le pire, c'est de faire le portrait d'un enfant. Il a un visage tout lisse, tout beau, mais il n'y a rien. Tandis qu'une personne âgée, qui a des rides, etc., qui n'est peut-être pas un produit de beauté, mais alors là, il y a la vie qui transparaît. C'est ça la beauté peut-être, j'en sais rien. Moi j'ai remplacé le mot beau, j'ai remplacé le mot laid par le mot présence. Je crois que c'est ça qui est important, on est présent en A. Quand on voit les portraits de Rembrandt ou de Picasso qu'ils ont fait d'eux-mêmes, ça n'a rien à voir avec la beauté. Mais la présence est là. Alors peintre et sculpteur, vous n'êtes pas un homme à peindre, on va dire, de beaux tableaux pour décorer un salon. Votre art véhicule un message, alors... La question que j'aimerais vous poser, votre message, celui que vous avez cherché à transmettre tout au long de ces années, via vos sculptures et peintures, alors quel est ce message ? Il faut dire une chose, c'est qu'un peintre ne veut rien. Il ne veut surtout pas donner une leçon. Si ma peinture prêche une leçon quelconque, c'est loupé. J'essaye de me laisser pénétrer par quelque chose qui passe. L'exemple le meilleur que je puisse donner, c'est la flûte de bec, la flûte à bec. Une flûte à bec ne peut marcher qu'à une condition, c'est qu'elle soit creuse à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je suis vide à l'intérieur. Quelque chose passe. Mais il y a une autre chose, c'est que la flûte ne donne pas de musique si on ne connaît pas la technique de truc. Alors j'essaye d'apprendre la technique, je suis toujours un élève, un apprenti de la technique, mais les deux font que quelque chose passe. On est libre au moment où la technique est bonne, où la technique nous aide à nous libérer de nous-mêmes et de notre
volonté s'ils en avaient une. Voilà, mais la peinture, c'est pas... il n'y a pas de message. Alors, dans un article de presse, vous disiez récemment qu'avec l'association Cadre, vous voulez court-circuiter le savoir. Vous Oui. voulez décomplexer le public, Oui. car trop de gens pensent que pour admirer des tableaux, Hum. il faut avoir des connaissances. Oui. Ah, c'est le malheur de notre civilisation occidentale. C'est-à-dire qu'ils croient, et on raconte aux gens qu'il faut connaître la date de naissance du gars, quand est-ce que le tableau a été fait, par qui il a été fait, et toute une accumulation de savoir. Ça ne marche pas du tout à Lascaux, hein, parce que quand j'étais môme, on me disait Lascaux c'est 13 000 ans. Je trouvais que c'était déjà énorme. Maintenant c'est 17 000. Hein. On n'est plus à 4 000 ans près. Hein. On ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. Donc on va arrêter ce système-là. Pourquoi on faut l'arrêter? Parce que ça va permettre à beaucoup de gens de voir la vie de l'art. Il n'y a pas une civilisation au monde qui n'a pas fait d'art. Par art, c'est cette activité inutile, en fin de compte. Hein. Ça ne faisait pas bouffer les gens, quand même. Hein. C'est bien. Et cette activité inutile qui est une activité intérieure et qui est importante, parce que toutes les civilisations ont commencé par représenter ce que personne n'avait jamais vu, Dieu. Alors, quand Paul Klee, au fin du 19e siècle, il explique que l'art, c'est sichtbar machen, c'est rendre visible. Mais on rend visible quoi? L'invisible. C'est ça notre problème. Et on raconte une histoire. Et j'ai demandé à des enfants, comment vous voyez que je suis vieux? Dans le pays des buts, ils sont encore assez polis. Ils ont attendu un petit moment pour me dire « Ouais, mais t'es vieux ». J'ai dit « Mais comment vous le voyez ?» Il m'a dit « T'as des cheveux gris, t'as des rides, un tas de choses comme ça. » Et j'ai dit « Voilà, vérité. Ça, c'est la réalité. » J'ai dit « Comment vous voyez que j'aime ma femme, mes enfants et mes petits-enfants ?» Il dit « Bon, on ne le voit pas. » Ah bon? Mais j'ai demandé « Qu'est-ce qui est le plus important, ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas ?» C'est des enfants de CP, hein. Ils m'ont dit, mais ce qu'on ne voit pas. J'ai dit, les peintres, c'est ça. C'est tout simplement laisser voir ce que personne n'a vu. Alors Gérard Ouvert, vous avez écrit plusieurs livres. Quel lien y a-t-il entre ces livres et qu'avez-vous essayé de partager? L'amitié pour commencer, parce que un jour, je suis allé chez Joseph Megli et Madame Pierron lui avait demandé de faire un livre sur la Moselle, etc. Et alors il me dit, j'ai écrit des quatrains. Je lui ai dit, mais ça fait 100 ans qu'on n'écrit plus de quatrains. Il dit, qu'est-ce que je dois écrire? Je dis, j'en sais rien, je suis pressé. Il dit, tu ne peux pas essayer. Alors j'ai essayé et Madame Pierron a dit, il n'a qu'à continuer comme ça. Voilà comment c'est fait. Je n'ai rien demandé. J'ai écrit un bouquin sur Jean Gosse, hein, c'est la même chose. Quelqu'un est venu me demander, m'a dit, tu veux pas écrire sur Jean Gosse? Et ma fille m'a dit, je voudrais bien connaître la vie de ma grand-mère. Alors j'ai écrit la vie de ma grand-mère. Voilà. Alors, pour un dentiste, vous avez quand même eu un drôle de parcours. Alors, comment est-ce que vous expliquez l'attrait que vous aviez pour ce métier de dentiste, si toutefois vous y étiez attaché? Passionné, plus qu'attaché. J'étais passionné par mon métier, je l'ai fait pendant 40 ans, j'étais passionné de ça. Tellement passionné que j'ai consacré en plus 10 ans de ma vie à faire de la recherche fondamentale à la fac de Strasbourg, sur la plaque dentaire et des choses comme ça. Ça m'a vraiment passionné. Mais ce qu'il y a de plus passionnant dans la dentisterie, c'est les hommes, quoi. Les rencontres qu'on leur fait. Pas forcément les bouches? Non, les hommes ont des bouches, mais il y a autre chose en dessous, quoi. Et c'est le cœur qui m'intéressait. Hein. J'ai eu la joie de rencontrer un aumônier quand j'étais étudiant qui m'a dit on vous apprend tout sur les dents, mais pas ce qu'il y a en dessous. Moi, je vais vous apprendre ce qu'il y a en dessous. Alors, vous êtes retourné sur les bancs de l'école, je ne sais pas exactement, vers 75 ans, on va dire.
en juin 2011, vous décrochez un master en théologie. Oui. Alors, c'est étonnant et on va dire que cela force l'admiration. Alors, quel sens est-ce que vous donnez à cette démarche? Pourquoi, Gérard? Pourquoi? Et avec Joseph Schaeffer, on a fondé l'Université populaire il y a quelques années, hein, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Et on m'a demandé d'enseigner la peinture. J'ai dit, mais je l'enseigne, enseigner par les stages de peinture. Je ne veux plus faire ça à l'Université populaire. Il y a des gens qui le feront à ma place. Mais j'avais envie de faire la philosophie de l'art. Alors, on ne fait pas les choses tout seul. Je me suis inscrit à la fac de Reims pour faire de la philo. Je suis devenu étudiant et je l'ai fait pendant 10 ans. J'étais étudiant à la fac pour une raison très simple. C'est parce que quand on fait une dissertation, quand on fait une explication de texte de philo et qu'on l'envoie à un prof, le prof il vous corrige. Et les profs de fac ils ne sont pas tendres. Hein. Alors on apprend quelque chose à se faire corriger, à rentrer dans la profondeur des choses. Quoi. C'était ça mon but. Parce que si j'enseigne, je n'enseigne pas l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, le Larousse illustré suffit. Mais pour enseigner la philo de l'art, il faut faire de la philo. Eh bien, la philo, ça ne s'improvise pas. Voilà, c'était ça mon but. Quoi. Donc vous allez continuer. Oui, oui, et alors là, maintenant je fais la thèse de philo. Bon, on m'a obligé, parce que, oui, je passais mon master dans un institut orthodoxe à Paris, et ils ont demandé que je fasse d'abord de la théologie avant de faire de la philo. Bon, je me suis plié, hein, on ne devient pas idiot en faisant de la théologie. Hein. Voilà. Donc bientôt vous allez présenter votre thèse. Oui. Alors bientôt, quand ma santé me le permettra, oui, je vais présenter la thèse. Oui. Alors c'est curieux, vous ne courez pas les églises, si ce n'est que pour les visiter, mais vous possédez une solide foi. Qu'est-ce qui vous rassure et vous inquiète dans la manière dont l'Église nous propose d'être pratiquants? Alors je ne sais pas si je possède la foi et si on peut posséder une chose comme ça. Hein. Et la foi est pour moi, voilà. Et je crois que c'est très différent d'une croyance, c'est une expérience. Mais dans le sens allemand de Erlebnis et pas de Erfahrung. Hein. Donc on ne possède rien. Le but de la foi, c'est de ne pas la posséder, mais c'est comme l'amour, c'est toujours nouveau. C'est quelque chose, c'est une expérience intérieure. Hein. Alors, ma position par rapport à l'Église, hein, c'est ça que vous voulez. Bon. Et je dois dire que l'Église, elle m'a donné quelque chose d'extraordinaire, que ça s'appelle l'Évangile. Et que je n'arrête pas de creuser, d'essayer de le vivre, surtout parce que pour le savoir, ça c'est une autre paire de manches. Alors évidemment, j'ai des rapports souvent avec le clergé, là, qui sont, mettons, souvent conflictuels. Oui, oui. Parce que je ne suis pas d'accord. Ouais. D'accord, mais je le dis aussi. Ouais. Alors vous avez été engagé dans la politique locale. Oui. Vous avez soutenu très fortement votre ami Joseph Schaeffer. Oui. Qui était Joseph Schaeffer pour vous? Non, un frère. un frère qui avait un feu intérieur et qui nous réunissait, hein, justement. Avec il me menait par des chemins d'incertitude. Il était très en avance sur notre pays, etc. Il lui donnait... Donc il y avait cette incertitude que je ne comprenais pas toujours ce qu'il voulait. Hein. Quand il m'a dit « Ah, je veux faire un village de vacances au Pays de Biche », j'ai dit « Mais t'es cinglé, enfin tu y vas pas avec le climat qu'on a. » tu vois. Bon, il avait quand même raison. Hein. C'était un homme qui était... Oh, il était pas facile à vivre, toujours, hein, d'accord, mais on s'aimait follement. Hein. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était 2 jours avant sa mort.
Et je venais du stage de peinture, c'était un jeudi. Et alors on m'avait dit que c'était pas possible de le voir. J'ai dit, moi je tiens plus le coup, faut que j'y aille. Et effectivement, il était mourant, il est mort 2 jours après. Et la dernière chose qu'il m'a dit, Gérard, c'est beau la vie. Voilà. C'est le résumé de Joseph, quoi. Alors votre engagement politique, alors complètement par idéalisme. Comment ? Votre engagement politique complètement par idéalisme. Parisienne. Par idéalisme. Par idéalisme, ah oui, je pense. Oui. Parce que il faut s'entendre par idéalisme, c'est-à-dire c'était l'incarnation d'une conviction. Voilà, c'est ça. Si c'est l'idéalisme, c'est ça, je suis d'accord. Alors l'amitié, vous la pratiquez et en faites la promotion de manière permanente, on va dire. Mais c'est ma foi principale, c'est l'amitié. Moi, je crois que c'est ce qui me fait vivre. Ouais. Et pour tout dire, vous raconter, j'allais être opéré, je suis rentré à l'hôpital à Ragueneau. Et je rentre dans cette chambre d'hôpital, et à ce moment-là, je me suis dit, mais le Christ, il a vécu l'amitié jusqu'au trognon, jusqu'au bout. Mais c'était, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça en rentrant dans une chambre d'hôpital avant de me faire opérer, mais c'était ça, cette évidence. Au-dessus de l'amitié, il n'y a rien. Hein? Dieu, c'est l'incarnation de l'amitié qu'il a pour l'homme. Et autour de vous, vous avez le sentiment que les gens en ont suffisamment conscience. Oh, beaucoup, oui. Beaucoup de gens. Ouais, j'ai vécu quand même beaucoup de gens qui m'ont donné leur amitié. Mes amis peintres, etc. C'est absolument fantastique. Hein. Ah oui. Bon, il y en a qui ne l'ont pas, c'est pas moi de les donner. Hein. Alors, votre vie a été, comme la vie de tout le monde, sans doute jalonnée par des repères. Quels ont été vos repères ? Il faut préciser le mot repère. Là, quel repère ? Ce sont souvent des personnes qui, à un moment, nous guident dans notre vie. Des rencontres. Des rencontres. Ah oui. Des gens à qui on a envie de copier quelque chose, à qui on a envie de ressembler un petit peu, bien sûr avec nos différences. Qui ont été ces personnes Je mets les bémols, j'avais pas envie de les repérer, de leur ressembler. Hein. Bon, que je veuille ou non, ma grand-mère dont j'ai écrit la vie, c'était un des repères, mais je n'avais pas envie de ressembler à ma grand-mère, hein. De toute façon c'était difficile. Mais il y a des valeurs qui ont passé à travers ces gens-là et qui m'ont fait vivre, qui m'ont donné une espèce de capital d'amour. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Il y a mes grands-parents, ma mère, je pense souvent à elle, oui, c'est vrai, qui avait beaucoup souffert dans sa vie et qui était joyeuse. Bon, mon épouse, mes enfants m'ont beaucoup appris. Hein, parce qu'ils m'ont mis en question, et d'ailleurs ils continuent. Donc la famille a été importante pour vous ? Oh là, oui, très. Oui, la famille, et puis je dis là, les rencontres, par exemple, l'aumônier du groupe d'étudiants catholiques dentaires. On a fondé ce groupe en 1954. Nous nous rencontrons encore, hein, les amis de cette époque, ceux qui ne sont pas morts. Hein. Et voici quelques expressions qui vous sont propres et que j'aimerais que vous commentiez de manière brève. Allons-y. Alors, comprendre, c'est enfermer. Ah oui, et là je copie Spinoza. Hein. Définir, c'est tuer. C'est vrai. Définir un homme, c'est le coincer, c'est l'enfermer. Hein. Toute définition est une détermination. Donc c'est le contraire de tout ce que... Il n'y a plus de liberté. Hein. Les tableaux
Hein, je reviens à la peinture. Hein, et dire, ah oui, ça c'est une pomme. J'ai dit, mordez dedans, vous verrez tout de suite. Hein. Toutes les femmes à poil sont des nues. Ça ne veut rien dire, tout ça. Ce sont des définitions, voilà, qui tuent. Alors, il faut laisser nos certitudes et ouvrir nos cœurs. Ah oui, oh là là, oui. Oui, je répète tout le temps parce que ça m'a beaucoup marqué. C'est Moïse, hein, il s'approche, c'est un philosophe, il s'approche du buisson ardent, il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est ça, là. Les philosophes, ils posent des questions. Alors, il s'approche et le Seigneur lui dit, commence par enlever tes godasses. C'est-à-dire, laisse tes certitudes si tu veux vraiment trouver la chaleur du feu qui brûle et qui ne s'éteint pas. L'amour, quoi. Alors, on va peut-être revenir un tout petit peu sur l'exemple de la pomme. Il faut regarder autrement ce qui apparaît. Ah oui. Oui, alors, évidemment, en tant que philosophe, j'ai fait de la phénoménologie. C'est un gros mot comme ça, mais c'est très simple. Alors quand on regarde quelqu'un qui a peint ce qu'on appelle une pomme, on dit mais c'est pas une pomme, parce que toutes les pommes pourrissent. Celle de Cézanne qui a peint, elles ne pourrissent pas. Donc ce n'est pas une pomme. On ne peut pas mordre dedans, il n'y a pas de nourriture. Hein, il n'y a pas de vitamines dedans. Bon. Donc appeler ça une pomme, ça ne veut rien dire. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui apparaît ? Ah, Platon avait déjà posé la question. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui apparaît ? Ben, c'est l'essence apparaît, c'est-à-dire ce que c'est vraiment, c'est-à-dire de la peinture. Et alors, on vit dans un autre monde. Plop, on quitte le marchand de 4 saisons pour aller vers dans le monde de la peinture. Hein, les gens, ils disent, ah oui, Cézanne, il a peint la Sainte-Victoire. Bon, il l'a peint 40 fois. Je ne l'ai peint que 30 fois. Je suis allé voir. Je me suis dit, je veux voir comment il a fait. Évidemment, la première fois que j'ai vu la Sainte-Victoire, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces cailloux gris, etc. Pourquoi lui, il met des couleurs ? Il a peint 40 fois, elle est 40 fois différente. Alors un grand philosophe qui a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi il a peint 40 fois la même truc ? C'était pas la Sainte-Victoire qui peignait, c'était la profondeur des choses, la création. Mais en parlant de profondeur, la profondeur n'est pas du côté du réalisme. Ah non, ah ben sûrement pas. Non, mais c'est une évidence, mais c'est une évidence très difficile. Et là, j'ai raconté l'histoire. Le réalisme, c'est mes cheveux gris. Hein, mais la profondeur, c'est l'amour que je porte. Ouais. Alors Gérard Rouvert, vous êtes actuellement confronté, vous l'avez été récemment confronté à la maladie, et vous avez, on va dire, traversé quelques périodes intenses, sans doute de souffrance, et j'imagine de réflexion sur la vie. Sur la mort aussi. Ah oui, mais je crois que je ne me souviens pas du jour où je n'ai pas pensé à la mort. Parce que quand j'étais dentiste, quand j'enlevais la dernière dent à quelqu'un, je lui dis « Ah, vous avez vraiment de la chance !» On me dit « Ah bon oui ?» Je dis « Oui, parce que nous, les hommes, on a une certitude absolue. On va mourir. Vous en avez 2, vous n'aurez plus mal aux dents. Donc la certitude de la mort, moi ça m'a toujours habité. Ça n'a rien de triste ou je ne sais pas quoi. C'est une certitude. Je ne sais pas comment je serai le jour où ça va m'arriver. Hein. Ça, j'ai aucune idée. Hein. Mais la présence de la mort m'habite, oui, c'est vrai. On arrive tout doucement au terme de cette émission. Donc Gérard Rouvert, vous étiez aujourd'hui derrière le miroir. Je tenais déjà à vous remercier de votre participation. Là, vous êtes face à nos téléspectateurs. Ouais. Et je vais vous laisser la conclusion. L'opportunité de dire ce que vous avez envie de leur dire. Bah, soyez heureux. Soyez heureux. Ne loupez pas un moment. Ne loupez jamais un miracle. Vous savez, les miracles, c'est extraordinaire. C'est pas vrai. Les miracles sont ordinaires. Ne loupez pas ça. Moi, je sais pas une leçon, hein, mais c'est de se réveiller le matin
Mais c'est extraordinaire. Surtout quand on était à l'hôpital avec une anesthésie, mais c'est réveillé de dire « Waouh, formidable !» Bon, il y a des trucs difficiles, mais quand même, les merveilles, les miracles, ben, on les a sous les yeux tout le temps. Et il faut se défaire de ces idées pour les voir. Voilà. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.